Je passe tout de suite la parole à Anna Bozo, qui est professeure à l'Université de Rome 3, qui va nous parler des villes coloniales et en particulier de Constantine. Merci, le Président. Il serait utile, étant donné les compétences de notre président de séance, évoquer les rôles centraux que les villes du Maghreb, tout comme à Constantine, ont joué comme relais de la domination coloniale et en même temps comme cadre qui a suscité une nouvelle organisation de la vie collective où les appartenances ancestrales, religieuses, culturelles, géographiques, combien c'est importante, l'origine de terroir, ont cédé devant les regroupements volontaires des individus sur la base d'affinités recherchées, de nouvelles solidarités qui s'est créée. Le temps me manque pour me lancer dans une démonstration de cette force de la ville coloniale comme moteur de ségrégation et d'intégration en même temps. Le développement urbain de Constantine, surtout à partir des transformations opérées par les maîtres européens de la ville au XIXe et XXe siècle, a eu des répercussions profondes sur son développement social. J'assume ça comme hypothèse de départ. Et toutefois, nous le disons entre parenthèses, les historiens de la décolonisation et en général des mouvements sociaux et politiques ont eu tendance trop souvent à négliger les faits urbains comme étant une sorte de décor alors qu'il s'agit d'une donnée incontournable à mon sens, sans quoi il est impossible de déchiffrer des transformations sociales de telle portée. Car comme nous allons le voir, ces transformations vont de pair avec le réaménagement des centres urbains d'où a pris son origine le réaménagement global du territoire. Alors, permettez-moi de faire une remarque au préalable tout en remerciant infiniment les organisateurs pour avoir tenté la quadrature du cercle en composant le programme de ces colloques passionnants. J'ai dit ici mon regret, pour ne pas dire ma frustration, de ne pas pouvoir être au même moment, au moins dans deux autres salles, pour écouter des communications qui m'intéressent au plus haut point, sans doute plus que la mienne. Et pour ne pas avoir ici Fatma Zora Geshi, mon amie et collègue qui a communiqué ce matin. Car nos deux interventions, qui ont comme sujet la ville de Constantine, se suivent et se situent dans une diachronie presque parfaite, sans l'avoir recherchée. Et moi, je les découvre en arrivant ici. Ma démarche consiste à prendre l'histoire urbaine de la ville, si marquée par l'occupation française. Heureusement, Fatma Zora en a déjà parlé. Je ferai l'économie de beaucoup de choses que j'aurais voulu vous raconter. Donc, si marquée par l'occupation française comme cadre pouvant rendre compte de certains développements sociaux et culturels qu'ont connus ces citadins d'anciennes souches. Des problèmes de sources seront aussi abordés, si j'ai le temps, car ce cadre urbain peut nous raconter beaucoup de choses qu'on a jusqu'ici ignorées. Je peux vous anticiper que tout récemment, en participant à des études dans le cadre de la rédaction de master plan pour la ville de Constantine, dont j'étais conseil historique pour un groupe d'architectes et informaticiens et ingénieurs de mon université, qui a travaillé dans la coopération à la suite d'un appel d'offres du ministère des Affaires étrangères italien et qui a eu un résultat assez intéressant. Je vous en parlerai si vous voudrez. Alors, dans le cadre de ces études, de ces recherches, nous sommes tombés sur une source, à mon avis, épatante. C'est une plan maquette de la ville réalisée, enfin commanditée à des artisans du Liège, parce que le plan était réalisé en Chêne-Liège, commandité en 1839 et terminé, enfin jamais terminé, mais dont on parlera jusqu'à 1851. C'est plan maquette d'une étendue de 27 mètres carrés, donc c'est assez important comme taille, reproduit d'une manière minutieuse
exact les rochers tels qu'ils étaient à l'époque où les maîtres de la ville voulaient transformer cette citadelle dans une ville de garnison. C'est donc dans le même esprit qu'ont été commandités d'autres plans que nous trouvons aujourd'hui dans les musées des plans reliefs aux Invalides. Et je peux peut-être vous le montrer tout à l'heure. Il est épatant de voir combien des lieux des cultes et de lieux de culte petits et plus importants s'est trouvé dans les soi-disant quartiers européens qui a été aménagé en bas de la Casbah. Alors, je considère ce plan relief, évidemment, potentiellement une source de premier ordre pour les historiens qui voudront, les historiens et les urbanistes, évidemment, qui voudront se mettre au courant de la faciès de la ville avant évidemment, les transformations à grande échelle qui ont été réalisées par les militaires français et par la suite aussi par la municipalité. Pour vous situer, je considère comme point d'arrivée de mon discours la société constantinoise des années 30 du XXe siècle. Une société qui a vu surgir en son sein un Ben Badis, lesquels polémiquaient avec les pharmaciens de Sétif Ferhat Abbas, qui gravitait bien sûr, lui, sur les chefs-lieux à partir de sa ville natale, et qui interagissait avec les fondateurs de la Fédération des élus musulmans d'Algérie, et aussi avec cet instituteur laïque et socialiste, moins connu, mais qui s'appelait Tahar, qui avait voulu créer en 1936 l'association de jeunesse musulmane du Congrès, recrutant des jeunes chez les uns et chez les autres. Enfin, toutes ces personnalités, plus ou moins charismatiques, pour ne citer que les plus connues, agissaient par associations interposées dans les années 30, des associations de la loi 1901. Ils sont évidemment les héritiers d'une longue tradition urbaine des proximités avec la population européenne. Et mon hypothèse est donc que de ces faits, les couches citadines, des plus nantis aux plus populaires, ont pu faire en quelque sorte l'apprentissage des pratiques et des modes d'organisation de la vie quotidienne. Évidemment, des modes d'organisation que les dominateurs eux-mêmes exhibaient, mais en vue d'améliorer ces grandes familles des notables, d'améliorer leur teneur de vie et la rentabilité de leurs activités, notamment les commerces ou l'artisanat, dans des couches plus populaires, en vue de mieux être qu'ils voulaient pour eux et leurs enfants. L'armée d'Afrique, au lendemain de la conquête, avait choisi, dans son intérêt bien sûr, de s'installer au cœur de la ville, allant remplacer la garnison turque par ailleurs. À la suite des militaires, une petite foule d'aventuriers européens, commerçants et affairistes s'était introduit dans la ville pour y rester. Or, au lieu de s'accaparer les prérogatives et les fonctions de l'ancienne Médina au profit d'une ville neuve construite à côté, ces Européens de la première heure ont dû se placer sous la protection des militaires. Soyons clairs, ils iront les accaparer quand même plus tard, ces fonctions de direction de cette capitale régionale, mais ils devront les exercer de l'intérieur du rocher en tant que résidents dans un quartier dit européen qu'ils partageaient avec les familles anciennement résidentes, certaines familles anciennement résidentes, et d'où la population n'a pas été complètement évincée.
La ville de Constantine sera donc l'unique ville coloniale d'Algérie, pour ne pas dire de l'ensemble du Maghreb, qui n'aura connu ni la marginalisation au profit d'une ville neuve européenne, ni l'exode, ni le déclassement total de ses élites urbaines traditionnelles. Revenant à mon hypothèse de départ, vous l'avez bien compris, elle repose sur les constats de mûrissement exceptionnel d'une société que je n'hésite pas à qualifier de société civile, quoique embryonnaire, avec des guillemets, bien sûr, à partir des années 20 du XXe siècle. Elle est par ailleurs, cette hypothèse confortée par les différentes études de mes collègues algériens sur les différentes composantes du mouvement national algérien. Mais qu'on ne se méprise pas. Il ne s'agit pas là de trouver un bienfait quelconque de la colonisation. Il s'agit d'une démarche historienne qui refuse les jugements de valeur, mais en relation des faits, cherche des explications. Cette conscience citoyenne rendra les Constantinois protagonistes d'une confrontation plus aiguë qu'ailleurs avec les colonisateurs. Et ils sauront se doter des armes les plus différentes, les plus raffinées, pour venir à bout de leurs revendications, qui n'aboutiront jamais par ailleurs, de la ruse à l'emprunt des instruments juridiques à leur disposition. Je pense notamment aux ulamas de Bembadis qui sont passés maîtres dans ces techniques. Par exemple, ils n'hésitaient pas à se pourvoir en Conseil d'État contre des décisions administratives jugées iniques. Comment donc en est-on arrivé là? Je vais me limiter à poser deux questions qui peuvent surgir de la lecture de mon résumé, peut-être, que je n'ai pas trop suivi par ailleurs, comme ma collègue Fatma Zora ce matin. Je me suis prise la même liberté. Les deux questions sont les suivantes. Pourquoi les colonisateurs a-t-il préservé la Médina de Constantine et n'a pas, dès le début, cherché à construire une ville neuve à son image, contrairement à ce qui a été fait dans d'autres villes? Deuxième question. Comment le fait de préserver des structures plus traditionnelles ou de créer des espaces permettant à celles-ci de substituer tout en se modernisant, entre guillemets, a-t-il contribué à un renouveau de la culture politique et religieuse qu'on n'a pas pu observer de cette manière dans d'autres villes? De la réponse à la première question, vous trouverez vous-même des explications pour la seconde. Fatma Zora a déjà parlé des négociations laborieuses effectuées par les Français pour prendre Constantine jusqu'à la décision de la prendre par les armes. Eh bien, je me limite à vous rappeler que Constantine a été prise par siège en 1837, à la deuxième tentative et au prix fort, en ouvrant une brèche dans les murs de la ville imprégnable avec des pertes humaines de part et d'autre. Les 9000 soldats mobilisés la première fois n'ayant pas suffi, on en a employé au moins 12 000 pour le deuxième siège, même si les chiffres diffèrent entre les différentes sources. Elle ne pouvait, Constantine, que devenir une ville de garnison, c'est-à-dire par la décision irréversible du ministre de la guerre d'y installer une garnison de 5000 militaires de l'armée d'Afrique. Les pouvoirs militaires s'installent dans les lieux symboliques du pouvoir constantinois. Les palais du bey, que le bey Ahmed, nous l'avons entendu, avait voulu agrandir et rénover et qui subira sans cesse des restructurations selon les exigences de ce nouveau résident. Pas question d'abandonner la ville si on voulait la garder, étant donné la résistance farouche que les populations avaient opposée au siège. Qu'il ne semble pas exagéré d'affirmer que les mesures adoptées entre 1837 et 1854, date de l'installation de la municipalité civile, ont déterminé de manière décisive les développements successifs de la situation économique. M. Nouchi le rappelait si bien ce matin, comme des vicissitudes administratives
Et par conséquent, ces mesures ont eu une incidence sur la physionomie urbaine, sur la faciès urbaine de la ville. Ils étaient donc obligés, ces militaires, de partager cet espace restreint, pas plus de 40 hectares, avec les anciens habitants, raison pour laquelle ces derniers se trouveront associés pour toute la durée de cette domination à un processus de modernisation et assainissement de leur cadre urbain, dont les nouveaux résidents prirent l'initiative, évidemment, et dont n'ont profité que les grandes familles et les nantis, je les souligne, alors que les couches les plus défavorisées en ont pu faire l'expérience sous forme de privation par une prise de conscience de leurs conditions défavorisées. Tout à l'heure, on va entendre sans doute notre ami Galisso qui nous parlera peut-être de cette prise de conscience aussi sur le plan social et politique par les couches les moins favorisées de la population qui s'est mélangée aux petits peuples pieds noirs, les peuples de petits métiers. Toutes ces activités, évidemment, vont susciter une foule de médiateurs, des commerçants européens ou juifs venus du littoral et autour d'un volume d'affaires qui ne sera pas indifférent, dont tous les secteurs des activités économiques de la ville vont profiter. Évidemment, il faut dire aussi que les populations qui avaient fui la ville lors du siège commençaient peu à peu à rentrer les années suivantes. Les militaires ne voulaient pas du tout que cette population soit renvoyée. Ils voulaient que les rôles de capitale régionale de la ville de Constantine puissent subsister en tant que élément d'attrait vis-à-vis de l'interland de la ville. Et donc, une possibilité en plus de contrôler cet interland. Évidemment, une spéculation foncière sauvage s'est déchaînée sur les immeubles urbains. Nous avons pu le voir dans ces études vraiment d'histoire urbaine dont nous disposons de la grande monographie de Ernest Mercier, l'ancien maire de Constantine, qui est une bible pour les urbanistes de cette ville. Évidemment, je survole sur ce que Fatma Zora a déjà dit ce matin, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà deux positions des militaires qui s'est en quelque sorte concurrencées, enfin qui étaient concurrentielles. L'opinion de Négrier et de Vallée, soutenue par les partisans d'un gouvernement indirect, pas seulement de la ville, de la province de Constantine, et les partisans d'un gouvernement direct. Je veux dire que cette confrontation se poursuit par la suite à travers un conflit latent, je peux le définir comme tel, entre les autorités militaires et les autorités civiles de la ville, qui ne tarderont pas à s'y installer. Je peux vous citer tout simplement à la source de ces mesures de préservation du cadre de vie des populations constantinoises les conclusions d'une commission chargée par Négrier de faire appliquer un décret de 1842 qui voulait bloquer provisoirement toutes les transactions immobilières
comprise celle des musulmans entre eux. Ainsi donc, je cite, 2 fois l'administration, effrayée de la rapidité avec laquelle les Européens s'est substitués aux indigènes dans les propriétés urbaines, le décret a voulu porter remède au mal et 2 fois on a reculé devant les dangers de l'application de l'arrêté. C'est qu'il était en vérité trop tard pour y songer. Les choses avaient marché vite. Les intérêts engagés avaient pris de l'extension. Les laisser établir avaient été imprudents. Peut-être les briser était désormais impossible. Nous sommes en 1842, selon un calcul effectué par les commissaires civils La Penne, auteur du rapport que nous venons de citer. La population comptait environ 13 000 musulmans et 3 000 juifs autochtones. Les Européens n'étaient que 800, les Européens civils. 800 propriétaires sur les rochers de la moitié des maisons qui avaient déjà appartenu aux habitants de la ville et de 60 nouvelles constructions. Je vous rappelle que les militaires étaient, eux, 5 000. Et ils participaient activement aux travaux de réaménagement de leur quartier qui était l'ancienne Capitole, une citadelle qui surgira sur l'endroit de la vieille Casbah. Dans les premiers jours, encore La Penne résume efficacement les raisons de cette attitude, comme quoi l'administration militaire ne voyait pas de bon œil ces arrivées de nouveaux habitants. Dans les premiers jours, les pays n'étaient point préparés à recevoir les nouveaux éléments. Les bases de l'administration n'étaient pas arrêtées, les ressources pas bien connues. On craignait de déranger trop brusquement l'équilibre des choses en introduisant si vite les Européens avec leurs habitudes et leurs besoins d'espace au milieu de la masse compacte et encore effrayée des indigènes. J'utilise le langage des acteurs de l'époque, évidemment. Ce fut donc la crainte de la spéculation déjà connue à Alger et dans d'autres villes de la côte, à laquelle La Penne, ses commissaires civils, fait référence explicite, a conseillé de contenir le flux l'arrivée d'autres Européens ou peut-être, ça c'est aussi une hypothèse qu'on peut avancer, c'était déjà une idée bien définie dans les sommets militaires au sujet du rôle que Constantine aurait pu jouer dans l'avancement de la pacification, entre guillemets, de l'Algérie. Peut-être aussi voulait-on que Constantine fût la limite extrême de nos possessions dans la province, je cite. La citadelle qui devait surveiller et conserver les tout à la condition d'être maintenue intacte et inabordable, afin qu'on ne fût pas tenté de la franchir ensuite, pour se répandre plus loin et engager trop précipitamment d'autres conquêtes. Voici donc les raisons d'une ordonnance qui aura une importance capitale pour la ville. L'ordonnance royale du 9 juin 1844 que Bugeaud obtiendra par le roi pour sachant qu'elle était vouée à l'insuccès. Elle concerne uniquement la ville de Constantine, la ville et sa banlieue, sa banlieue immédiate évidemment, et introduit une limitation qui s'adressait non à la population indigène, mais à la population européenne. L'article 2
établissait que la ville de Constantine sera divisée en deux parties, un quartier indigène et un quartier européen, dont les limites sont déterminées par les plans s'y annexés. Ce plan, on a eu beaucoup de mal à le retrouver dans aucun recueil d'actes administratifs et de législation algérienne ne figure. Et on a finalement pu retrouver avec enfin, une certaine approximation. Je pense que c'est le plan que je voudrais vous montrer tout à l'heure. S'il y a un autre technicien. Voilà. Vous voyez en bleu les quartiers qui devaient rester préservés et qui finalement... on ne voit pas? Je ne vois pas derrière moi. Les couleurs ne sont derrière pas... mon dos. Les couleurs n'ont pas été livrées. Bon. Alors écoutez, excusez-moi... je peux vous raconter que ce plan est en couleur. C'est très précise la... Prenez vos portables, vous verrez mieux. Vous pouvez peut-être continuer votre exposé pendant qu'on essaie. Bon, vous l'aurez peut-être dans les... Vous avez laissé tout à l'heure, ça marche. Bon. Alors, pour faire bref, disons que la partition de la ville en deux quartiers, dans le plus important desquels les quartiers dits européens étaient possible d'opérer de façon assez limitée des transactions immobilières, alors que dans l'autre partie était absolument interdit. Oui, je vois que malheureusement les couleurs ne... Pas des différences. Oui, alors vous voyez en bleu les quartiers qui devaient rester préservés et en rose les quartiers dits européens autour du palais et en bas de la Casbah. Vous pouvez vous rendre compte combien les quartiers réservés à la population résidente a été par la suite érodé par des dérogations à cette mesure. Mais il faut dire aussi que dans le quartier dit européen, il n'y avait pas que les Européens, il y avait aussi les gens qui habitaient déjà, les grandes familles qui avaient pu y rester parce qu'évidemment, ils pouvaient se passer de vendre leurs propriétés qui étaient devenues rapidement très convoitées par des probables acheteurs. Et donc, pour des questions de prestige, il y a des grandes familles qui restent dans ce quartier. Même la famille Benbadis habitait la rue Alexis Lambert. Mais il y a même des familles juives qui, à la
suite de la naturalisation de 1871, vont pouvoir abandonner les charas, les quartiers juifs à l'époque turque, etc. L'amélioration du cadre de vie s'accompagne toutefois à l'installation d'institutions nouvelles. Il y a eu beaucoup de transferts des institutions à Constantine, au moins jusqu'à la fin du siècle. Cela prouve que... Alors, ces transferts prouvent, à mon avis, que la construction dans une éventuelle... que tout ça a été très provisoire et que la construction d'une éventuelle ville neuve n'avait pas, jamais été décidée, mais même pas exclue. Mais cet ensemble de mesures qui se traduisent enfin dans un mieux vivre pour tous va de pair, il ne faut pas l'oublier, avec l'entretien de cette blessure dans les tissus urbains comme dans l'imaginaire collectif qu'est la brèche. Dans un premier moment, on avait décidé de la réparer, cette brèche. Mais la décision qui prévalut dans les années 40 fut d'y aménager la nouvelle entrée principale de la ville, condamnant les deux portes limitrophes. La place du Palais devint le deuxième centre citadin. Le premier sera dorénavant la Brèche, avec ses trois axes viaires qui convergent de la Casbah et des quartiers utiles de la ville, situés à nord et à nord-est. Ces nouvelles rues comportent évidemment des éventrements, des alignements. Vous ne l'avez pas ici, mais vous pouvez les imaginer par des cartes souvent montrées. Ces nouvelles rues comportent évidemment des éventrements, des alignements, des façades, même la coupe d'une partie de la grande mosquée qui sera sacrifiée. Et ils ont été conçus, ces axes viaires, pour faire transiter rapidement des hommes armés, les forces des polices à garantie de l'ordre public. Mais évidemment, les commerces en tirera avantage. Le temps me manque pour vous montrer les étapes graduelles et successives de ce réaménagement dont les militaires dictent les règles. Même après l'institution d'une municipalité en 1854, une municipalité qui, par le décret du 26 avril de cette année, était composée par la ville et sa banlieue, y compris la localité de Sidi Mabrouk. D'autres décrets successifs devaient ajouter ou soustraire d'autres portions de territoires militaires sur lesquels les militaires avaient toujours posé des servitudes et qui niaient au développement urbain de la ville que la municipalité s'empresse de mettre en place immédiatement après son installation. Alors, je peux vous dire que les militaires ont pu pendant longtemps imposer leur point de vue à cause de ces servitudes dont j'ai parlé, et ils bloqueront pour un long moment la construction de nouveaux quartiers qui surgiront néanmoins tout autour comme des villes neuves, satellites et jamais centre directionnel de la ville. Ernest Mercier, maire de Constantine jusqu'à 1902, a lié son nom à cette monographie magistrale qui énumère les étapes de cette réfection des différents secteurs du rocher avec des soucis de réhabilitation ainsi que les tentatives longtemps entravées de raser la colline du Koudiat à Ti en face de la Brèche pour y construire un nouveau quartier européen à vocation directionnelle. Je peux vous demander, ne le réussira je peux vous demander de conclure, s'il vous plaît, parce que voilà. Le temps passe. Alors, je peux, pour conclure, rappeler un
comment je suis arrivée à cette conviction de l'importance centrale du cadre urbain pour Constantine. C'était à partir de la nécessité de localiser et cartographier dans cet espace restreint les associations dont je parlais au début et dont les statuts disaient tout, l'adresse, les responsables, les buts déclarés au moins. Et finalement, je suis arrivée à découvrir que tout le monde était obligé à cohabiter dans un espace très restreint, que parfois les lieux, les sièges des associations étaient partagés, étaient communs à plusieurs associations. Et cela m'a finalement suggéré des pistes et appris énormément de choses sur l'essor de cette société civile en gestation, sur les pratiques associatives, sur les stratégies de visibilité de leurs leaders, sur la fréquentation calculée des lieux publics, sur les tensions qui malgré tout s'installaient comme conséquence des politiques coloniales du divide et impera entre musulmans et juifs d'anciennes souches et qui ont débouché sur des pages sanglantes comme celle de l'émeute anti-juive de 1934. Et sur cela, je m'arrête et je vous remercie. Merci beaucoup.